Si vous transposez ce récit à aujourd'hui, je vous laisse imaginer la suite. Un groupe qui s'arme, ça peut être la Chine, ça peut être les États-Unis, qui conquiert toutes les ressources des autres et qui après prend des mesures dans l'intérêt planétaire pour la survie de l'humanité. C'est peut-être ça l'effondrement qui nous attend, s'il y a effondrement. Les Tasmaniens sont éradiqués. La dernière Tasmanienne s'éteint en suppliant le médecin qui l'assiste dans ses derniers moments de ne pas l'empailler. Et il va quand même l'empailler. Une société ne peut pas être stable et immobile, sinon elle meurt. L'histoire globale est une tentative aujourd'hui de s'affranchir des mythes nationaux et d'essayer de faire des récits communs à l'humanité. Ce soir, on est là pour accueillir Laurent Testo qui va nous parler de Jared Diamond et de l'histoire environnementale, une œuvre dans son contexte. Alors, pourquoi Jared Diamond ? Il y a vraiment 3 pierres angulaires dans les lectures partagées par notre auditoire. Les limites de la croissance, le rapport Meadows, qui avait fait l'objet d'un des premiers Café Collapse. Si vous ne l'avez pas vu, ça se retrouve sur YouTube. Évidemment, le livre de Raphaël Stevens et Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer. Et puis Effondrement de Jared Diamond. Alors Laurent va nous parler avec érudition et amoureusement d'histoire environnementale et de Jared Diamond, mais aussi avec un regard critique, distancié. Et voilà. Et je passe la parole à Laurent. Un grand merci Nicolas pour cette invitation. Bref présentation pour me situer. Je suis journaliste et je fais des interventions en conférences et en formation, en histoire et de plus en plus en prospective. Et je m'intéresse énormément à une matière qui s'appelle l'histoire globale, sur laquelle je vais revenir. Je vais présenter Jared Diamond pour le situer justement dans ce contexte de l'histoire globale, parce qu'il me semble être un des auteurs phares de cette discipline. Donc, je vous présente Jared Diamond, âgé aujourd'hui de 85 ans. Il est né en 1937. Il se raconte volontiers dans ses livres. Donc, on a plusieurs détails biographiques qu'il répète dans ses différents ouvrages. Il voulait être linguiste parce qu'il avait un don pour les langues. Il est né de parents qui étaient de la haute société. Et finalement, il s'orientait progressivement vers un doctorat. Alors, il a terminé, comme la plupart des gens qui font un doctorat, par un truc dont il voulait pas au départ, qui était l'étude de la vessie de certains poissons. Et en fait, il raconte qu'il a réussi son doctorat grâce à un hasard. Il mesurait la conductivité électrique de la vessie des poissons et il tombait sur 0, ce qui pour lui était impossible. Il raconte ses déboires un jour à 3 inconnus qui se trouvent être des ingénieurs en microélectricité et ils lui ont expliqué le mystère, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois des ions positifs et des ions négatifs et que les 2 charges s'annulaient. Grâce à quoi il a pu avoir son doctorat par ce coup de chance et découvrir les vertus de la transdisciplinarité. Enfin voilà, quand vous vous ouvrez de vos problèmes à d'autres disciplines, parfois les gens d'en face trouvent la solution. Donc il a commencé par un doctorat sur la physiologie de la vésicule biliaire des poissons, avant de se rendre compte que c'était pas la voie d'épanouissement qu'il recherchait. Et donc il est devenu ornithologue, effectivement, ce qui lui a permis de beaucoup voyager, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est devenu spécialiste des oiseaux exotiques. Il a fait aussi du terrain dans d'autres forêts tropicales, en Amazonie et en Indonésie. Et il parle souvent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, on y reviendra. Il est devenu spécialiste en fait de l'évolution des populations d'oiseaux. Et puis progressivement, il s'est orienté vers la géographie. Au bout d'une vingtaine d'années, il est devenu géographe et il a commencé à publier des ouvrages qui l'ont finalement amené dans l'histoire. Il se revendique donc d'une forme d'histoire qui mêle la pluridisciplinarité et la compilation de sources secondaires. Alors je vais prendre une citation de son dernier livre, écrit en 2019, parce que ça structurera un peu mon propos à venir. Il écrit en 2019 : les travaux de recherche menés par les historiens professionnels se fondent principalement sur l'étude des archives, c'est-à-dire l'analyse de documents écrits primaires qui ont été conservés. Chaque nouvel ouvrage d'histoire se justifie par l'exploitation de sources d'archives auparavant non utilisées ou sous-utilisées, ou par la réinterprétation de sources archivistiques déjà utilisées par d'autres historiens. Contrairement à la plupart des nombreux livres cités dans ma, celle de Jared Diamond, bibliographie, mon livre ne se fonde pas sur l'étude d'archives, il repose plutôt sur un, je cite, nouveau modèle qui découle de crises personnelles, une approche explicitement comparative et une perspective issue de ma propre expérience de vie et de celle de mes amis. Alors, l'idée est intéressante.
dans la mesure où ça repose en fait sur une recette exploitée par d'autres historiens notamment, mais pas que, américains, qui est de mêler, pour attirer l'attention du public, des anecdotes personnelles et un grand récit. Et de mettre en scène un récit simple, mais marquant, faire une grande fresque. Il n'est pas le seul à le faire, et c'est devenu une technique narrative très utilisée aux États-Unis. Et il a appliqué cette technique dans 6 livres. Le premier, c'est Le troisième chimpanzé en 1991. Collapse et Pourquoi l'amour est un plaisir sortent en 1997. Effondrement en 2005. Le monde jusqu'à hier 2012 et Bouleversement en 2019. Il dirige également un essai d'histoire qui vise à modéliser l'histoire dans les années 2010. Ce qui est intéressant, à la limite, c'est les sous-titres. Alors, ils ne sont pas tous présents. Pour Effondrement, le sous-titre est comment les sociétés choisissent de leur survie ou pas. Enfin, c'est quelque chose dans ce goût-là. De l'inégalité parmi les sociétés, on voit un essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire. Pourquoi l'amour est un plaisir, l'évolution de la sexualité humaine. Bref, il y a toujours un titre à double détente. C'est intéressant parce qu'en fait, les questions qu'il aborde ont déjà été abordées dans un champ plus large que j'essaye de populariser en France et qui s'appelle l'histoire globale ou Global History en anglais. Et donc, je vais rattacher l'œuvre de Jared Diamond à l'histoire globale parce que Jared Diamond décrit en fait à la confluence de la biologie, de l'histoire environnementale et de l'histoire globale. Alors, pour situer l'histoire globale, on va commencer par les sources. Le fondateur, dit-on classiquement, est William McNeill. Il commence par une question que va se poser Jared Diamond plus tard, c'est pourquoi l'Occident a-t-il dominé le monde au XIXe siècle au point d'imposer ses valeurs partout ? Il commence à chercher une réponse et il compile toutes les sources disponibles à l'époque. Et le problème de l'historiographie des années 60, c'est qu'elle est extrêmement eurocentrée, c'est-à-dire que d'autres auteurs avant se sont rapidement et paresseusement posé la question, notamment quand l'histoire a été académiquement fondée en Europe au XIXe siècle. Et la réponse, elle était assez évidente, c'est parce que les Européens étaient soit les meilleurs guerriers, soit moralement supérieurs grâce au christianisme ou grâce à des valeurs comme les Lumières, etc. Voire, c'était carrément une question de hiérarchie raciale. Alors cette explication-là, elle avait plus cours du temps de McNeill, évidemment. La Seconde Guerre mondiale y avait mis un terme. Mais voilà. Bref, c'était des explications qui n'étaient pas forcément satisfaisantes, mais que McNeill compile dans son ouvrage en 1963. Et puis 30 ans plus tard, il fait une réédition, et fait assez rare pour être souligné. Il écrit dans la préface de la réédition qu'en fait c'est complètement planté, parce qu'entre-temps il y a eu des nouvelles recherches qui ont fait émerger l'histoire des autres peuples, et désormais il va se consacrer à faire une histoire comparée avec des sources beaucoup plus documentées de ce qui a pu se passer en Chine, en Inde, en Afrique ou ailleurs, et qui va permettre de réorienter cette histoire globale qui était finalement assez mal partie vers de nouvelles voies. Il va notamment faire une histoire globale des maladies, une histoire globale du pouvoir, comparer les interactions justement entre les évolutions des sociétés, les maladies et les formes politiques, et être célébré pour son œuvre. À la fin de sa vie, il est mort il y a 2-3 ans. Avant de sauter à son fils qui a pris sa relève, John McNeill, je vais dire 2 mots d'Alfred Crosby. Parce qu'Alfred Crosby, entre-temps, s'est posé la même question 10 ans après McNeill, en 1972. Pourquoi trouve-t-on des Européens partout sur la planète ? C'est-à-dire, pourquoi trouve-t-on des Européens en Australie, alors qu'avant, il n'y a pas si longtemps, en 1500, on y trouvait exclusivement des aborigènes ? Pourquoi trouve-t-on des Blancs dans les Amériques du Nord et du Sud, alors qu'elles étaient peuplées d'Amérindiens il y a 500 ans ? La même question vaut pour la Nouvelle-Zélande. Bref, les dominions, entre guillemets, c'est-à-dire les endroits où les Européens, principalement à l'origine britannique, se sont substitués aux populations d'origine. Pourquoi n'est-ce pas les aborigènes qui auraient conquis l'Angleterre ? On peut rêver. Et donc, il a posé cette question et il a apporté une réponse originale. C'est un hasard biologique.
C'est ce qu'il appelle l'échange colombien. En fait, ce qu'il a mis en lumière, c'est une guerre bactériologique complètement involontaire menée initialement par les Espagnols lorsqu'ils ont trébuché aléatoirement dans les Amériques. Alors notez bien, j'emploie pas l'expression Christophe Colomb a découvert les Amériques. Il est tombé par hasard sur les Amériques, il était persuadé que c'était les Indes. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est obstiné à dire que c'était les Indes. Et c'est pour ça que les Amérindiens s'appellent aussi des Indiens. Les Amérindiens étaient là depuis au moins 25 000 ans. Et eux ont découvert les Blancs, leur violence et surtout leur maladie. En fait, le premier Espagnol qui a dû éternuer sur une plage à Hispaniola ou ailleurs a provoqué une des plus grandes hécatombes de l'histoire parce que les Espagnols étaient les héritiers d'un bain bactériologique qui a de longues racines, on va y revenir. En gros, les maladies résultant de la cohabitation très longue du bétail, des volailles, avec les humains dans l'ancien monde. Alors on appelle ancien monde le bloc constitué par l'Eurasie et par l'Afrique. C'est-à-dire c'est un ensemble continental en contact facile. Le nouveau monde, à contrario, c'est la partie découverte ensuite par les Européens qui comprend les Amériques, donc découverte par les... découverte, voilà. Le lapsus qui arrive, atteinte par les Européens à partir du début du XVIe siècle, c'est-à-dire les Amériques et plus tard l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est en Eurasie qu'on a domestiqué la plupart des grands animaux et les poulets. Et donc, les Espagnols étaient les héritiers de 10 000 ans de lutte de nos organismes contre des pathogènes issus d'échanges, de cohabitation avec les porcs, les vaches, les poulets, les chèvres et les moutons. Bain bactériologique dans lequel n'avaient pas baigné les Amérindiens. Et dès lors, Crosby donne une explication innovante et très réaliste à une première question. Pourquoi les Européens ont-ils conquis si facilement les Amériques au XVIe siècle, alors que l'Afrique était beaucoup plus près, qu'elle était à un niveau technologique à peu près comparable, à un niveau étatique à peu près comparable aux Amériques, et qu'elle n'est tombée dans l'escarcelle de l'Europe que dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et la réponse, c'est les microbes. On reconstitue que la moitié des Aztèques sont morts dans l'année qui a suivi le contact avec Cortés. La moitié, foudroyés par la variole. Les Espagnols le racontent, ils sont en train de se battre contre les gars en face, et les gars tombent. Au point que les Espagnols pensent que c'est Santiago, le saint qui est de leur côté, qui est en train de faucher les rangs adverses. Les épidémies vont détruire à peu près 90% de la population amérindienne au cours du XVIe siècle, et les mauvais traitements des Espagnols qui vont parquer les Indiens, les soumettre à des travaux forcés, les déporter en fonction de leurs besoins agricoles, vont mettre un coup de frein extrême sur cette population. On estime qu'au moment où les Espagnols sont arrivés là-bas, les estimations moyennes sont de l'ordre d'une population de 50 à 60 millions d'Amérindiens. À la fin du XVIe siècle, il en reste 5 millions. Il y a des populations qui se désintègrent complètement, ou presque. Ainsi, celle d'Amazonie. Les derniers relevés archéologiques font état d'une population de 5 millions de personnes en Amazonie. Il n'en reste quasiment rien un siècle après le contact avec les Espagnols, alors même que les Espagnols sont très peu rentrés en Amazonie. Crosby va baptiser cela l'échange colombien. C'est un échange en gros microbes contre nourriture. On leur a apporté nos pathogènes. On va en retirer énormément de plantes qui vont nourrir la croissance démographique de l'ancien monde. Le manioc pour l'Afrique et les îles tropicales. Le maïs, qui est vraiment pour les Espagnols un prodige. C'est un blé, mais qui donne énormément de grains. Il y a des animaux qui sont échangés. Et la question intéressante aussi que pose alors Alfred Crosby dans le livre suivant, Impérialisme écologique, qui lui permet de répondre en 2 séquences à la question « Pourquoi l'Europe a-t-elle dominé le monde ?». Il explique ainsi au XVIe siècle que grâce à ce hasard biologique, grâce aux maladies, l'Europe a pu s'emparer sans coup férir de 2 continents, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais il rajoute après que ça a eu des conséquences complètement invisibles et que ça a modifié les biotopes. Pour cela, il faut comprendre la façon dont se nourrissaient les 50 millions d'Amérindiens morts
Ils ne connaissaient pas le métal, ou du moins ils avaient une métallurgie qui ne permettait pas de faire des outils. Et je vous l'ai dit, ils avaient domestiqué extrêmement peu d'animaux, ils ne vivaient pas en contact avec eux, et surtout ils n'avaient pas d'animaux puissants comme des chevaux ou des bœufs pour tracter des charrues. Donc ils procédaient à une autre forme d'agriculture qui est très ancienne, qui est l'agriculture par brûlis. Ils brûlaient leur milieu pour que les cendres fertilisent le milieu. Ils creusaient des trous, mettaient des excréments dedans, se livraient à des polycultures qui étaient extrêmement productives, qui nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre. Quand ils avaient des souches dont ils voulaient se débarrasser, ils les comburaient, c'est-à-dire qu'ils les brûlaient avec des techniques spécifiques. Bref, sans arrêt, l'Amérique brûlait et le milieu avait fini par s'adapter à ce brûlis régulier. C'était le même cas en Australie qui subira le même sort un peu plus tard. Le fait que les jardiniers du feu s'éteignent tous en masse au XVIe siècle provoque une croissance énorme de la végétation qui va capter le carbone et aggraver le petit âge glaciaire qui a lieu à ce moment-là. Et c'est en 1610 que ce petit âge glaciaire atteint son sommet de captation carbone. L'impérialisme écologique va donc se résumer en 2 phrases. La première, c'est que le fait que les Amérindiens ne brûlent plus leur milieu le déstabilise et provoque une captation carbone. Et ensuite, le fait que les plantes amenées par les nouveaux arrivants, c'est-à-dire les Européens, vont ramener des graines involontairement, ainsi que des plantes alimentaires qu'ils vont faire pousser sur place, ainsi que des animaux, comme les cochons, qu'ils vont laisser divaguer. Cela va transformer complètement les milieux, à tel point que les plantes envahissantes, puisqu'il n'y a plus personne pour réguler ce milieu, vont connaître une croissance foudroyante et changer littéralement les milieux, notamment aux futurs États-Unis. Ce qui fait que les milieux des États-Unis, puis de l'Australie, vont s'européaniser. Aujourd'hui, on estime que 2 arbres sur 3 qui poussent aux États-Unis sont d'origine eurasiatique. C'est énorme. On a changé littéralement les biotopes de ces pays-là. Et la réponse que Crosby apporte en parlant d'impérialisme écologique, c'est tout simplement que les Européens ont pu s'implanter dans ces nouveaux mondes en transformant les biotopes, d'où la naissance d'une histoire environnementale dont les McNeill vont pouvoir s'emparer, enrichir, etc. Alors, l'histoire globale connaît un certain nombre de chapelles, je ne vais pas les énumérer. L'histoire environnementale globale a connu plusieurs axes. Elle peut se faire de 2 façons, cette histoire globale. Quand vous voulez faire une histoire globale environnementale, c'est-à-dire quelque chose qui porte sur une grande période, de grande distance, vous vous trouvez face à un problème qui était évoqué par la citation que je vous ai faite initialement de Jared Diamond, quand il expliquait que lui ne travaillait pas à partir des archives comme les historiens classiques. Les historiens ont en effet comme légitimité d'aller dans les archives, de les dépouiller. C'est un processus qui mène naturellement à faire des enquêtes très fouillées qui peuvent donner lieu à des bibliographies ou à un récit sur une bataille. Quand on maîtrise par exemple les langues parlées des 2 côtés de la bataille, on peut reconstituer cette bataille à partir des archives, mais qui ne se prêtent pas à l'étude de grands objets justement comme le changement climatique ou la mondialisation. L'histoire globale entendait remédier à cela. Les méthodes développées l'ont été selon 2 partis pris, que j'appelle celui du chasseur solitaire ou celui du chef de meute. Le chasseur solitaire va épingler à son tableau de chasse un certain nombre de livres qui vont lui permettre de s'appuyer sur le travail d'historiens qui ont déjà travaillé un certain nombre de points, de les assembler et de faire une sorte de méta-histoire. Ce n'est pas de la méta-histoire à proprement parler, mais de faire une histoire qui permet de faire une synthèse de différents livres. Le chef de meute, c'est quelqu'un qui va diriger classiquement un ouvrage sur une thématique qui peut être un objet planétaire. Par exemple, Patrick Boucheron, quand il fait une histoire du XVe siècle, s'adresse à une centaine d'historiens qui vont chacun dire, pour une partie du monde, ils sont spécialistes qui de la Perse, qui de l'Inde, qui de la Polynésie, vont expliquer ce qui se passe au XVe siècle dans ces endroits-là. Donc c'est les 2 façons se caractérise également par la pratique du jeu d'échelle, précisément pour rendre intelligible cette histoire. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire universelle ou de l'histoire totale, qui sont d'autres tentatives d'histoire à grande échelle, mais de faire une histoire
d'une vie d'un paysan, par exemple, dont la récolte est détruite par le froid sur plusieurs années consécutives. On est aux alentours de 1600, au hasard. Et on peut à ce moment-là agrandir les focales et finir par la reforestation des Amériques et expliquer pourquoi le climat est en train justement de se refroidir et quels sont les effets planétaires de ce climat. À l'époque, les famines emportent un tiers de la population turque et de la population russe. Conséquence indirecte de la reforestation des Amériques et d'un certain nombre d'autres phénomènes, dont l'explosion du volcan Huayna Putina au Pérou en 1600. Je reviens à l'œuvre de Jared Diamond, donc. En commençant avec le troisième chimpanzé, il se pose finalement une question que l'histoire globale se posera après, c'est quelle est la particularité des humains? Et il apporte une réponse qui est très moderne, hein, même s'il écrit au début des années 90. Nous avons divergé des chimpanzés il y a 7 millions d'années. C'est très peu, c'est un peu moins de 2% d'ADN qui diffèrent. C'est une question de degré, c'est-à-dire qu'ils ont un langage. Un peu plus tard, on apprendra ce qu'il a déjà deviné plus ou moins dans le troisième chimpanzé, qui sont capables d'intentionnalité et de planification, notamment de planifier des meurtres. On va observer des chimpanzés à l'état sauvage se liguer contre un groupe adverse et planifier des embuscades contre des membres isolés de ce groupe adverse, et ainsi de suite. Donc il analyse un certain nombre de traits de notre espèce qu'on pourrait penser assez spécifiques à Homo sapiens, pour dire que non, on mériterait d'être appelé le troisième chimpanzé. Il insiste sur l'idée que le fait que nous soyons en mesure aujourd'hui d'impacter notre environnement nous donne une responsabilité spécifique dans le maintien en fait de biotopes en bon état, pour résumer rapidement. La clé finalement qui me permet de rattacher Jared Diamond à l'histoire globale, c'est qu'il va présenter une nouvelle question dans Guns, Germs and Steel en 1997. Il raconte que quand il était ornithologue, il a eu recours au service de Yari. Donc Yari est un papou, ce n'est pas le papou représenté ici, mais j'ai quand même mis un papou pour avoir une idée du décalage qu'ont pu connaître les papous. Jared Diamond explique bien que les papous, dans les années 1930, vivaient à l'âge de pierre, que très peu avaient vu des blancs. Et bref, le guide de Jared Diamond se tourne vers lui et lui pose une question. Pourquoi est-ce vous, les blancs, qui avez tous cargo, et que nous, les noirs, nous n'avons rien? Le cargo désigne en fait les biens que les Blancs ramènent par bateau et dont ils font commerce avec les papous. Et la réponse que Jared Diamond amène au terme de sa compilation d'ouvrages de sources secondaires dans son livre Guns, Germs and Steel, quand je disais que c'était mal traduit en français par de l'inégalité entre les sociétés, Guns, Germs and Steel, ça offre la réponse directe à la question. C'est des fusils, des pathogènes et de l'acier, c'est-à-dire de la technologie. Et pour lui, ce sont les 3 ressorts de la domination européenne sur le monde. Et en même temps, il va rester dans des approches qui doivent quand même beaucoup à ceux qui l'ont précédé, notamment à Crosby. Il va parler effectivement des maladies, même s'il va insister sur le rôle de la capacité des Espagnols à porter la violence dans les empires aztèques et incas pour les désorganiser. Plutôt que de décrire longuement la variole qui décime l'empire inca lors de la conquête par Pizarro, il va raconter en détail l'embuscade que les Espagnols dressent à Cajamarca contre l'empereur inca Atahualpa. Coup de force qui leur permet de se rendre maître de l'empire alors que la situation est complètement désespérée. Pizarro est à la tête d'une centaine de gaillards. Ils sont au milieu d'une armée d'environ 80 000 incas qui viennent de remporter une bataille, qui se sont portés par curiosité devant ces hommes blancs qu'ils n'ont jamais vus, quelques chevaux, etc. Pizarro sait par ses émissaires que l'inca va venir le voir. Et donc, il cache ses hommes dans des bâtiments adjacents. Il en met un qui lance un signal, je crois que c'est un coup de corps. Et les cavaliers chargent et s'emparent de l'Inca. Ils tuent tous les seigneurs qui entourent l'Inca et qu'ils portent sur leurs épaules. Et à partir de là, il va pouvoir prendre le contrôle d'un empire colossal. De la façon dont Cortés avait agi déjà avec l'empire aztèque, puisque avec la même méthode, Cortés s'était rendu maître du Tlatoani aztèque 10 ans auparavant. Donc, les réponses reposent à la fois sur la violence armée et la domination technologique de l'Europe. Ce qui nous amène donc à l'ouvrage qui m'a valu cette invitation, j'imagine, Effondrement,
qui a été revendiqué comme une des sources de la collapsologie. Ce qui n'est pas faux, puisqu'il fournit effectivement un appareil conceptuel important pour comprendre les effondrements dans l'histoire. Jared Diamond compile un certain nombre d'effondrements historiques et de non-effondremements également dans cet ouvrage. Il distingue méthodologiquement 5 causes possibles pour un effondrement. En fait, le problème de collapse, c'est que Jared Diamond a été très critiqué par les spécialistes. Alors c'est pas nouveau, hein. Quand vous faites un ouvrage de vulgarisation, vous avez de toute façon des spécialistes qui vous tombent dessus. Mais la volée de Boisvert a été particulièrement importante dans un ouvrage qui s'appelle Questioning Collapse, qui a été dirigé par 2 archéologues et qui a compilé en fait à partir de travaux d'archéologues un certain nombre d'erreurs factuelles ou supposées de Jared Diamond. Donc ça a une mise en perspective de l'œuvre de Jared Diamond et notamment de Collapse que je vous invite à faire. Alors c'est tout à fait respectueusement de l'auteur. Moi j'apprécie énormément et je le trouve très stimulant. Ça n'empêche pas de pouvoir adopter une posture critique. Je dis ça parce que la première fois que je me suis fait l'écho de Questioning Collapse dans les colonnes d'un magazine qui s'appelle Sciences Humaines, on a reçu un courrier des lecteurs qui appelait à me licencier parce que j'avais osé déboulonner la statue. Voilà. Voilà. Donc j'avais vraiment l'impression d'être un iconoclaste, alors bon, c'était gentillé comme critique. Merci beaucoup. C'était juste pour savoir s'il était possible de distinguer très rapidement l'histoire globale, l'histoire universelle, l'histoire totale, parce qu'il me semble que vous avez dit c'est pas la même chose, mais j'ai une petite intuition de la différence, mais je suis pas du tout à l'aise avec la distinction, donc si c'était possible de préciser. Alors, l'histoire universelle, c'est la forme d'histoire d'ensemble la plus ancienne, c'est-à-dire c'est celle qu'on trouve dans les chroniques chinoises ou dans la Bible, qui entend expliquer l'histoire de l'humanité depuis ses débuts. Elle est parfois appuyée sur des bases mythiques, parfois sur des enquêtes. Ça a pris un sens dans l'Église catholique parce que beaucoup de gens s'y sont essayés, mais on le retrouve aussi dans le monde arabo-musulman avec des grands auteurs comme Tabari. Plus récemment, un historien dont le nom m'échappe et pourtant j'ai travaillé avec lui, donc je suis confus, mais en ce moment je fatigue un peu, a fait un plaidoyer pour une histoire universelle. Pour la méthodologie, je vous renvoie à ce qu'il en dit. Vous tapez histoire universelle et dès que vous tombez sur un volume épais comme ça, vous avez le livre en question. Sinon, j'en ai fait une interview dans Sciences Humaines, donc c'est beaucoup plus court pour en prendre connaissance. Et la différence, c'est qu'il essaye de faire quelque chose qui se rapproche de l'histoire totale qui, elle, avait été envisagée par les annales au cours du XXe siècle, qui était d'essayer d'analyser vraiment à la manière dont on analyse un fait social total, l'histoire comme un tout, et de faire l'histoire du tout. L'histoire globale ne peut pas faire l'histoire de tout. On essaye de faire des histoires soit par objet, soit par thématique. Ça peut être l'histoire de l'humanité sur 3 millions d'années, ça peut se faire, c'est ce que j'ai essayé de faire à un moment. Mais de circonscrire et de donner des aperçus à travers une narration spécifique. Voilà, c'est la distinction que je ferai. Après, tout le monde n'a pas forcément la même définition de l'histoire globale. Et pour le livre d'Epistemo le plus approfondi de ces dernières années, et de loin le meilleur, c'est celui d'Alessandro Stanziani, Les entrelacements du monde, qui amène une méthodologie d'histoire globale beaucoup plus structurée que la mienne. Voilà, c'est un historien de l'EHESS. Je vous recommande les livres d'Alessandro en règle générale parce qu'ils offrent une très bonne illustration de ce que peut être l'histoire globale. Lui travaille sur l'histoire globale de l'esclavage, de la propriété foncière sur les 10 derniers siècles. Et son approche est intéressante parce qu'il a fait 20 ans d'archives en Russie, puis il a fait différents pays d'Asie et d'Afrique. Et donc il a vraiment une approche comparée, instruite par le terrain. Par rapport à l'histoire environnementale, cette fois, vous pouvez de nouveau nuancer ? Alors, il existe plusieurs formes d'histoire environnementale. Certaines reposent sur l'analyse de risque, par exemple. D'autres vont travailler sur un objet, l'histoire de la forêt en France, où on peut faire une histoire mondiale de la forêt également. Une troisième va s'attacher à faire une histoire, par exemple, du point de vue des animaux. Et il y a 3 grandes catégories de ces histoires environnementales. Transversalement, je rattacherai certains développements de cette histoire à l'histoire globale environnementale quand elle recourt aux méthodes de l'histoire globale, c'est-à-dire effectivement la compilation de sources et la transdisciplinarité. Ce que je trouve important également en histoire globale, ce que j'avais oublié de préciser, c'est que c'est une histoire qui essaye d'agglomérer d'autres disciplines à part égale. Et donc l'histoire environnementale
s'y prête particulièrement dans la mesure où elle a notamment besoin de l'archéologie, des sciences de l'environnement, de la climatologie, etc. L'histoire globale elle-même, qui est antérieure à cette histoire environnementale, s'est efforcée d'associer des sources autres que celles de l'archive historique pour analyser les développements des différentes sociétés dans le monde, parce qu'on ne part pas à archives égales. Quand on parle par exemple de l'Afrique ou de l'Europe, il y a beaucoup plus d'archives dans le temps long en Europe qu'en Afrique. Et donc, on était obligé de recourir également à l'anthropologie, à la démographie, à l'archéologie. Et l'originalité de l'histoire globale, c'est qu'elle a réalisé au bout d'un moment que pour sortir réellement de l'eurocentrisme, il fallait associer les autres disciplines à part égale, savoir, c'est-à-dire les prendre au sérieux, prendre l'anthropologie au sérieux. Contrairement à d'autres formes d'histoire qui ont précédé, par exemple, l'histoire culturelle va dire on va enrichir l'histoire avec les méthodes de l'anthropologie, mais on va subordonner l'anthropologie à l'histoire dans les conclusions de la démarche. Je le fais de façon très schématique, mais c'est pour expliquer que l'idée est de multiplier les récits. Par exemple, sur une société, on peut faire un récit démographique, un récit économique, un récit anthropologique et un récit historique, et puis de voir si on peut faire une histoire commune non seulement du point de vue des disciplines, mais également du point de vue de l'entendement entre groupes. Je pense par exemple aujourd'hui essayer de faire des histoires communes avec la Chine, alors même que la plupart des nations aujourd'hui essayent de se construire une histoire comme nous sommes construits une histoire au XIXe siècle, c'est-à-dire pour faire nation, une histoire exclusiviste basée sur la création de mythes nationaux. Voilà. L'histoire globale est une tentative aujourd'hui de s'affranchir des mythes nationaux et d'essayer de faire des récits communs à l'humanité. Voilà, donc on a les 13 cas qu'il aborde. Alors il faut bien comprendre que les 13 cas ne sont pas que des cas d'effondrement. Il y a 5 cas spécifiquement d'effondrement, 3 cas positifs, un cas comparatif et des cas où c'est pas encore joué, le Montana, la Chine contemporaine. Il examine à la faveur de la grille qu'il a posée l'évolution possible du futur en fonction des décisions des dirigeants. Alors, je me suis permis une petite liberté par rapport à sa méthodologie. J'ai mis élite incapable de faire face. Parce que c'est bien de cela dont il est question, mais lui, il l'exprime différemment, il l'exprime par société incapable de faire face, pour des raisons religieuses, politiques, etc. Mais en fait, de façon récurrente dans les cas qu'il aborde, ça aurait été aux élites de prendre des décisions qui s'imposaient et d'amener leur peuple à les suivre d'une façon ou d'une autre. Alors... c'est sur l'île de Pâques qu'en fait, effectivement, Jared Diamond a concentré probablement le plus de critiques avec les Vikings du Groenland. Pour quelle raison ? Le récit que fait Jared Diamond, dans quasiment tous les cas d'effondrement, repose sur 2 ressorts qui sont importants, on est en train de le réaliser aujourd'hui, la déforestation et la surpopulation. Alors la surpopulation, je sais que vous venez d'avoir un topo par Emmanuel Pont. Oui, donc je vais pas y revenir dessus. Topo polémique. Oui, non, mais personnellement, j'ai tendance à penser que ce n'est pas un facteur important, même si c'est quand même un facteur de dégradation de l'environnement. En revanche, Jared Diamond y accorde énormément d'importance au point d'avoir été traité régulièrement de néo-malthusien. Il a également de nombreuses remarques sur l'immigration. Il suppose qu'une des solutions pour prévenir un effondrement serait justement de réguler, voire d'arrêter l'immigration. Donc on a affaire à des thèses qui parfois peuvent rebuter certains. C'était un petit aparté sur ce positionnement politique. Et l'île de Pâques va concentrer notamment cette question de la déforestation parce que, pour résumer les épisodes précédents, l'île de Pâques est peuplée par des Polynésiens au moment de l'apogée de leur expansion à travers le Pacifique et ils vont faire ce qu'on appelle le triangle polynésien, c'est-à-dire parcourir des milliers de kilomètres à travers l'étendue liquide pour rallier Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande au sud-ouest et l'île de Pâques au sud-est et ça se trouve faire un triangle. Alors le plus étonnant, c'est qu'ils arrivent à trouver l'île de Pâques qui est vraiment un confetti perdu au milieu de nulle part. Jared Diamond situe l'arrivée sur l'île de Pâques entre l'an 800 et 1000. Les datations plus récentes ont un peu décalé, mais lui n'excluait pas, plutôt vers 1200. En fait, on n'en sait trop rien. On sait que ça a été en revanche planifié, c'est-à-dire que les gens sont arrivés avec des poulets, avec des rats dans les bateaux. Alors, Diamond dit que les rats s'étaient embarqués dans les bateaux en passagers clandestins.
Il est plus probable qu'ils étaient mangés. C'était assez fréquent chez les Polynésiens d'avoir des rats, de même qu'on mangeait des cochons d'Inde dans les Andes. Voilà. Bref, la présence de ces espèces invasives, rats et poulets, va aider effectivement à une déforestation. On sait que l'île de Pâques était enforestée, notamment par un énorme cocotier. Et l'hypothèse centrale que va poser Diamond, c'est que dans la course au prestige que vont se livrer les différents chefs qui vont s'établir sur l'île de Pâques, ils vont abattre les arbres pour faire rouler les moaïs, c'est ainsi qu'on appelle ces gigantesques statues, jusqu'à leur lieu d'érection. En général, elles sont près de la mer, montées sur des haous, c'est-à-dire des grands hautel de basalte. Et les statues tournent le dos à la mer parce qu'elles représentent les ancêtres qui sont venus de la mer. Au bout d'un moment, c'est un passage très long d'effondrement. Je crois que l'île de Pâques, c'est quasiment le passage le plus long. Il écrit... On se prend à imaginer ce que put être l'état d'esprit du Pasquon qui a battu le dernier palmier au moment précis où il l'abattait. Donc là, il reconnaît lui-même qu'il est dans ce qu'on appelle une narration inventive, c'est-à-dire qu'il écrit quelque chose de plausible de son point de vue, mais dont nulle archive historique n'atteste la réalité. Je continue la citation. « Comme les forestiers modernes, s'est-il écrié « Du travail, pas des arbres !» ou la technologie va résoudre nos problèmes. Il n'y a rien à craindre. Nous trouverons des substituts au bois. Voire, nous n'avons aucune preuve qu'il n'existe pas de palmiers ailleurs sur l'île de Pâques. Il faut chercher encore. Votre proposition d'interdire la coupe des arbres est prématurée et n'est motivée que par la peur. Bon. C'est une façon de parler des problèmes du présent à travers un récit sur le passé. C'est simplement une mise en scène de débat contemporain à travers un conte ou un mythe qui est construit. Et c'est ça qui va irriter finalement les archéologues spécialistes de l'île de Pâques. Jared Diamond s'empare de leur matière, de leurs articles scientifiques, de leurs publications et de leurs livres, et il en fait quelque chose avec lequel ils sont absolument pas d'accord. Parce que les débats sur l'île de Pâques, on n'a pas d'archives écrites. Il y a quelques traces d'écriture sur l'île de Pâques qui résultent probablement des premiers contacts avec les Blancs. Le rongo-rongo, qui n'a jamais été déchiffré. Il n'y a plus de tradition orale, il faut le dire. Jared Diamond le rappelle. À la fin du XIXe siècle, il y a 103 survivantes sur l'île de Pâques. Les hommes ont été déportés au Pérou, où ils sont pour la plupart morts, ou en Australie, ou en Polynésie française. Ils vont perdre tout. Leur identité, leur langue, et ils vont le reconstruire. Si on appelle l'île de Pâques aujourd'hui en langue indigène, autochtone, Rapa Nui, c'est parce que c'est du polynésien. Ils vont être accueillis sur l'île de Rapa, et Rapa Nui, c'est la petite Rapa. Et donc, les danses auxquelles vous pouvez assister sur l'île de Pâques, les rituels, la langue même, sont bien sûr de même source, puisque c'était des Polynésiens qui avaient divergé du rameau principal il y a 800 ans, mais c'est une reconstruction. Alfred Métro, quand il vient faire l'ethnologie de l'île de Pâques dans les années 30, ne s'y trompe pas. Il dit d'abord que pour aller chercher les derniers tenants de la tradition, il est obligé d'aller en Polynésie et non pas sur l'île de Pâques. Et la deuxième chose qu'il pose, c'est que l'île de Pâques, en fait, c'est un crime colonial. La population de l'île de Pâques, apparemment, s'est davantage effondrée au XIXe siècle avec les maladies apportées par les Blancs, avec la déportation des hommes en âge de travailler. Et donc, c'est un génocide colonial, en fait, cet effondrement. En tout cas, pour la plupart des gens qui ont travaillé sur cette île. Après, il y a des débats. Certains archéologues ont effectivement tenu des propos assez similaires à celui de Diamond, mais il a choisi de retenir ce qui allait dans sa thèse. Il reconstitue une histoire qui est très conditionnelle, qui est celle d'un affrontement pour le pouvoir. On renverse les Moaïs. Pour Diamond, on les brise. Pour la plupart des archéologues, en fait, on les renverse avec respect pour qu'un autre culte s'établisse. Il n'y a pas forcément de guerre. Les témoignages des rares navigateurs européens qui s'aventurent sur l'île sont parcellaires et contradictoires. Donc en fait, on n'a pas d'archives réelles pour reconstituer vraiment ce qui s'est passé. L'interprétation de Diamond est possible, mais elle n'est pas certaine. Voilà pour un bilan. Ah oui, alors on en arrive à Pitcairn, donc une des îles citées. En fait, il compare 3 îles, un ensemble formé par 3 îles, mais Pitcairn est la plus connue puisque les révoltés du Bounty ont repeuplé Pitcairn après leur mutinerie.
Pour mémoire, le Bounty, c'est un navire sur lequel les conditions de travail étaient un peu exécrables et les marins se sont mutinés et sont allés s'établir après avoir kidnappé des femmes polynésiennes, enfin kidnappé ou attiré à bord des femmes polynésiennes, et ils sont allés se mettre sur une île complètement déserte qui avait été peuplée antérieurement, jusqu'à 2 siècles avant, qui s'appelle Pitcairn. Et en fait, ce que démontre Jared Diamond, et qui pour le coup est sensiblement à jour des données archéologiques pour autant que je sache, c'est que Pitcairn ne pouvait subsister, la population de Pitcairn, qui était une petite île, ne pouvait subsister qu'en harmonie avec d'autres îles. Quand les pirogues longue distance de la civilisation polynésienne n'ont plus fait ces trajets, comme Pitcairn avait perdu tous ses arbres à la manière de l'île de Pâques, le groupe n'a plus reçu le renfort des échanges matrimoniaux et des échanges culturels qui avaient lieu avec les autres îles. Alors, ça implique quand même de faire un point sur l'économie polynésienne à son apogée. Les Polynésiens ont été les plus grands marins de toute l'histoire mondiale. C'est sans commune mesure avec ce qu'on peut imaginer. Quand Cook arrive dans les îles polynésiennes et commence à les recenser, il est étonné de voir les vestiges. Et pour le coup, ce sont les vestiges des bateaux à bord desquels ils embarquaient. Pirogues adossant plusieurs coques, catamarans, creusés dans des troncs, longues de plusieurs dizaines de mètres, pouvant embarquer plusieurs centaines de personnes, stabilisés par des balanciers et avec des gens qui étaient capables de naviguer avec des cartes mentales sur des étendues délirantes. Pour aller jusqu'à l'île de Pâques, il faut traverser près de 3000 kilomètres d'étendue d'eau et trouver un confetti à partir d'indices, la réflexion des nuages, le vol des oiseaux, la houle, qu'il mémorisait, qu'il se transmettait. En faisant des cartes mentales, il déposait des brindilles et des pierres pour les apprentis pilotes sur le sable, et il chantait, et chaque pilote savait s'orienter. Et à l'apogée de ce système, au XIVe siècle, les gens reviennent à Moorea, qui est près de Tahiti, qui est une île juste en face de Tahiti, parce que c'est le lieu sacré d'expansion de la Polynésie. Et chaque année, il y a des gens qui font le voyage depuis la Nouvelle-Zélande, d'autres qui font le voyage depuis Hawaï, et qui commercent chaque année au XIIIe, XIVe siècle. Il faut imaginer ce que cela signifie sur une carte. Ils traversent l'intégralité du Pacifique et ils entrent en contact de façon annuelle. Et donc, quand les îles, pour des raisons environnementales, en l'occurrence des variations d'El Niño, du cycle El Niño-La Niña, qui conditionnent en fait la viabilité de certaines de ces îles, notamment quand ce sont des récifs coralliens, des variations importantes, des sécheresses, peuvent entraîner le dépeuplement de certaines îles, et surtout quand elles se retrouvent sans contact, lorsqu'elles n'ont plus de pirogues, lorsqu'elles n'ont plus de quoi construire des bateaux pour aller au large. C'est ce qui va arriver très vite à l'île de Pâques. Elle va être oubliée parce qu'elle n'aura plus de quoi construire des pirogues et venir se connecter à ce réseau-là. Et donc les causes retenues par Jared Diamond pour l'effondrement sont au nombre de 2, dégradation environnementale et perte de partenaires commerciaux. Et nous voici donc chez les Anasazi, ancêtres des Indiens Pueblo ou Ute aujourd'hui. Donc là, c'est une photo des Ute au 19e. Les Anasazi ont construit des ensembles qui figurent parmi les plus monumentaux des États-Unis, dans un coin assez désert, en parvenant à exploiter les ressources, notamment hydrauliques, de leur milieu. Pour Jared Diamond, c'est vraiment une des illustrations clés, d'abord parce que ça se passe aux États-Unis, ça s'est bien documenté. C'est précolombien, ça se passe avant l'arrivée de colons, je crois que de mémoire c'est le XIIIe, XIVe siècle, et ces Amérindiens vont tous subir des populations voisines hostiles, la rupture des liens commerciaux, des élites qui ne vont pas prendre des bonnes décisions, et une dégradation environnementale, essentiellement de sécheresse, qui va les empêcher de nourrir leur population. Ce qu'extrapole en revanche Jared Diamond, c'est que des conditions environnementales favorables et une capacité technique à exploiter le milieu poussent à le dégrader au-delà du soutenable, et que c'est finalement la surpopulation qui va causer au bout d'un moment l'effondrement quand les conditions environnementales se dégradent. En l'occurrence, en maîtrisant leur hydraulique, en ayant des conditions favorables pour les cultures, ces Amérindiens vont devenir trop nombreux, et quand arrive une sécheresse, ils ne seront plus en mesure de nourrir toutes les bouches. Donc le message quand même que passe Jared Diamond à travers la plupart de ses trajectoires, c'est qu'il faut faire attention à ne pas être trop nombreux dans un monde de ressources limitées. Donc on retrouve effectivement un discours inspiré de Malthus. Donc les Mayas, cas également emblématique, cas contesté,
On sait, sans nul doute, que la civilisation maya classique, c'est au 8e, 9e siècle, a connu un coup d'arrêt assez brutal. Est-ce pour autant un effondrement? C'est ce que contestent certains archéologues. D'autres ont des discours assez similaires à celui de Jared Diamond, donc là-dessus, il est difficile de trancher. En gros, il faut comprendre quand même l'économie des cités-États mayas. On érige... Ce ne sont pas vraiment des villes à proprement parler, ce sont des centres cérémoniels autour duquel les gens vivent. Les élites dirigeantes habitent des palais à proximité de ces centres cérémoniels, bâtis en dur. Et sinon, ce sont des sortes de grands faubourgs où on cultive intensément le maïs, associé à d'autres plantes, des courges et des haricots, pour procurer un équilibre alimentaire. Ces cités-États sont en compétition permanente, on le sait aussi avec les glyphes qu'elles ont laissés. Elles se livrent des guerres très fréquentes et ça contribue aussi probablement à la fragilisation de ce système. Le plus important, c'est que ces cités ont connu leur essor à la période classique pendant une période de refroidissement, c'est-à-dire de pluviosité importante sur l'Amérique centrale, et le réchauffement en cours lors du Moyen-Âge va assécher ces cités, et donc on retrouve le même enchaînement pour Diamond, c'est-à-dire la dégradation environnementale à travers la déforestation et l'érosion des sols, l'incapacité à prévoir assez de réserves d'eau, même si la plupart des cités mayas avaient d'énormes citernes, ça ne suffira pas. Et puis, bien sûr, les voisins hostiles, puisque la violence va s'accentuer entre cités. Et donc, pour Jared Diamond, 80 à 90% de la population maya va périr lors de l'effondrement des cités. C'est spectaculaire, mais ce n'est pas forcément attesté. On n'est pas du tout sûr du taux d'attrition et on sait que les Mayas ont survécu. La preuve, il en existe encore aujourd'hui et c'est même un des peuples autochtones les plus importants d'Amérique. Il comprend 26 groupes ethniques distincts. Simplement, ils ont radicalement changé de mode de vie. Alors, ça aurait peut-être été une histoire intéressante à développer dans un contexte d'effondrement. C'est-à-dire qu'en gros, face à une économie qui était basée sur la culture intensive du maïs, alors que le milieu s'aridifiait, les gens sont retournés dans des cellules plus petites, ils ont arrêté de se faire la guerre et ils ont fait de l'agroécologie. C'est-à-dire qu'ils ont laissé pousser les arbres et ils ont planté à la base des arbres. Bref, c'est un récit décroissant. On peut très bien construire un récit là-dessus, parce qu'on n'est pas du tout certain qu'il y ait eu une telle attrition, en fait. Certains archéologues sont allés jusqu'à dire qu'il n'y avait pas énormément de différence, voire pas de différence du tout, dans le volume de population avant et après l'effondrement. Les données ne permettant pas à ce jour de conclure, et comme il est très difficile de connaître l'empreinte environnementale de gens quand il l'allège, quand il change d'agriculture, etc. C'est-à-dire que les méthodes ne sont pas les mêmes pour quantifier les populations autour de centres cultuels et des centres beaucoup moins peuplés, beaucoup plus diffus. Mais pour mémoire, c'était quand même une société beaucoup plus résiliente finalement que les gens qui avaient continué à faire de grands ensembles. Je pense aux Aztèques. Les Aztèques se sont effondrés en 2 ans face aux Espagnols, à cause des maladies, à cause d'un gouvernement assez centralisé. Les Mayas ont résisté près de 2 siècles aux Espagnols, dans leur jungle, avec des unités d'habitation très dispersées. Les épidémies ont eu moins de prise sur eux, parce que très vite ils ont compris que quand quelqu'un tombait malade, il fallait l'abandonner dans la forêt. S'il survivait, il pouvait rallier le groupe au bout de quelques mois, sinon il mourait. Et ils ont échappé ainsi, enfin en tout cas ils ont atténué le choc microbien. Et ils ont résisté aux Espagnols par la guérilla. Voilà. Et entre les Aztèques flamboyants et les Mayas décroissants, revenus à la nature, quel est le meilleur récit à faire de l'effondrement? Voilà, donc je lance ça pour nourrir un peu la réflexion. On peut continuer. Avec les Vikings. Donc pour les Vikings au Groenland, vous connaissez l'histoire. Vers l'an 1000, les Vikings arrivent au Groenland et vers 1430, les derniers Vikings ne sont plus au Groenland. Voilà. Donc une parenthèse de 4 longs siècles pendant lesquels on va examiner les différentes hypothèses en lice parce que pour le coup, ça a été très débattu. Je crois que les 5 facteurs y sont. Ah, tu as mis une croix ? Alors j'ai mis une croix parce que c'était un cas d'abandon et alors est-ce que ça qualifie soit un effondrement, soit la oui, c'est voilà. Du moins ça qu'on voulait suggérer. Voilà. Il y a eu beaucoup de recherches sur les Vikings. On a pu confirmer l'histoire assez vite. En fait, on a retrouvé les emplacements vikings dans les années 1960-1970, y compris le récit que faisaient 2 sagas
d'une expédition dans le Vinland, c'est-à-dire dans l'actuel Canada. Pour reprendre l'histoire, les Vikings arrivent en Islande, quelque part dans le courant du 8e, 9e siècle. Ils y exterminent un certain nombre d'animaux qui s'y trouvaient présents, notamment les morses, pour envoyer l'ivoire en Norvège, d'où ils viennent. Et alors que l'an 1000 approche, un homme qui a été frappé à plusieurs reprises d'exil, parce qu'il est très violent, Éric le Rouge, il a commis plusieurs meurtres, est banni d'Islande pour 3 ans. Et donc, plutôt que de rentrer en Norvège, où il est frappé d'une autre peine d'exil, il choisit de mettre le cap au nord-ouest. Apparemment, il y a eu déjà des navigations qui ont eu lieu vers le nord-ouest et qui ont aperçu une terre. Et donc, il découvre, entre guillemets, le Groenland, qu'il va appeler Terre Verte, Groenland. Alors, c'est un petit coup de génie marketing, probablement, pour attirer des colons, raconte-t-on. L'autre hypothèse, c'est que c'est vraiment la Terre Verte, c'est-à-dire que là où s'établit la famille d'Éric le Rouge, c'est la meilleure terre des 8 emplacements que les Vikings coloniseront au Groenland. Et donc, ça sera vraiment la ferme la plus prospère. Donc peut-être que, comme il est arrivé le premier, il s'est vraiment attribué le bon endroit. Et effectivement, le climat est favorable, c'est le cœur de l'optimum climatique médiéval. Le climat va progressivement se réchauffer jusqu'à atteindre des valeurs assez proches de celles qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire à plus 1 degré des températures de référence. Ma foi, ça fonctionne assez bien. Et au bout d'un moment, ça s'érode. L'expédition en Amérique, elle tourne court assez vite apparemment. On a retrouvé à Lansomido un emplacement viking sur les 2 décrits par les sagas. Les Vikings arrivent, ils essayent de faire un peu de fer, ils ont du bois, ils brûlent du bois. Et puis ils sont attaqués par les Skrælings, c'est-à-dire les indigènes. En fait, ils sont pas attaqués, c'est eux qui les attaquent. Ils voient 9 gars les observer et donc ils les massacrent. Malheureusement, il y en a un qui parvient à s'enfuir. Les indigènes lancent une contre-attaque et au bout d'un moment, débordés par le nombre, les Vikings doivent rembarquer. Mais ils vont rester en revanche 4 siècles au Groenland. Alors c'est très intéressant parce que à partir des archives, Jared Diamond déploie tout un récit. Il y a la christianisation progressive. On voit un évêque qui arrive de Norvège, on en voit un autre qui arrive, il y en a qui repartent. Il y a des échanges, etc. Et puis finalement, en 1430, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Et pour Jared Diamond, en fait, les Vikings sont morts de ne pas avoir su s'adapter aux conditions du Groenland alors qu'ils se refroidissaient. Le petit âge glaciaire commence à la fin du XIIIe siècle. Il est initié par une éruption volcanique. Les aérosols montrés haut dans l'atmosphère font une sorte d'hiver nucléaire et ça refroidit sérieusement le climat, durablement. Et donc le Groenland, l'englaciation progresse, ils sont bloqués sur place et ils ne veulent pas lâcher, pour Diamond, leur élevage et leur culture, qui ne sont plus appropriées au climat, et ne vont pas s'inspirer des Inuits qui sont arrivés entre-temps et qui, eux, ont des techniques de chasse des mammifères marins très perfectionnées. Et donc, ils vont mourir de ne pas savoir s'adapter. Et il en veut pour preuve, Diamond, qu'on ne trouve pas d'arête chez les Vikings. Ils s'en étonnent d'ailleurs, ils ne trouvent pas ça normal. Pourquoi est-ce qu'ils ne mangent pas de poisson alors que la mer est poissonneuse? Pourquoi ils se laissent mourir de faim? Et c'est là que vient la critique finalement la plus dévastatrice, c'est celle d'un archéologue suédois, je crois. Un jour, il exhume un objet, une sorte de truc qui ressemble à un wok, de son chantier de fouilles au Groenland. Il la ramène chez sa grand-mère qui lui dit « Ah ben j'ai connu ça, je sais à quoi ça sert. Ça sert à faire une recette, une soupe d'arête. » C'est-à-dire quand on avait vraiment faim pendant la Seconde Guerre mondiale, on a ressorti ça du grenier, on cuit pendant des heures et des heures à la cheminée les arêtes jusqu'à ce que ça fasse un bouillon et on le boit parce que ça calme la faim. Et donc pour cet archéologue, Jared Diamond a tout faux. Pour les arêtes, ça s'explique facilement. Comme les gens étaient en tension alimentaire, ils les ont consommés en bouillon. Et le coup de grâce est venu, en fait, d'études qui ont montré que les Vikings étaient venus pour une raison précise, la chasse aux morses. Alors, pourquoi les morses? C'est parce que les morses ont des belles défenses. On fait de l'ivoire avec les morses. C'est pas de l'ivoire de qualité comparable à celle des éléphants, mais à défaut de merle, on mange des grives. La montée en puissance de certaines dynasties dans le Maghreb avait coupé les circuits d'approvisionnement de l'Europe en ivoire, alors que depuis les Romains, on importait beaucoup d'ivoire en Afrique par les voies commerciales. Et à partir du 7e, 8e siècle, il y a une forte demande pour l'ivoire, alors qu'on ne peut plus s'en procurer en Afrique. Et donc, les Vikings se sont greffés sur ce commerce. Et ce qui est vraiment caractéristique, justement, dans les archives que Diamond consulte sur le Groenland, dans les articles, c'est qu'ils font sans cesse référence à des échanges commerciaux. Ces colonies au Groenland, certes, essayent d'être
autonomes en alimentation, parce que c'est difficile d'amener de l'alimentation depuis l'Islande ou la Norvège. Mais elles vivent surtout du commerce. Le fer, le bois, elles le reçoivent d'ailleurs. Et elles échangent pour cela le morse. Et l'été, les Vikings valides vont chasser le morse vers le nord du Groenland, là où il est le plus nombreux, pour arracher la tête, ramener la tête, la nettoyer et envoyer les défenses vers le continent où elles sont écoulées et nourrissent un commerce florissant. Donc ce sont des colonies d'exploitation. Donc il a effectivement raison quand il dit que c'est la rupture des liens commerciaux qui va entraîner l'arrêt de ces colonies, mais c'est surtout le fait également que les Inuits arrivent au XIIe siècle et coupent les Vikings de ces colonies de morse. On peut imaginer que les Vikings ont peut-être commercé pour essayer de maintenir leur colonie avec les Inuits pour avoir des morses, puisque les Inuits savaient très bien chasser les morses. Mais en tout cas, au bout d'un moment, ce n'est plus tenable pour les Vikings, il fait froid. Et puis surtout, les routes transsahariennes se sont rouvertes. Des marchands juifs espagnols reprennent langue avec les puissances arabes et on se reprocure de l'ivoire à travers les voies commerciales africaines traditionnelles, qui est de bien meilleure qualité que l'ivoire de morse, qui est devenu très difficile à se procurer. Et là-dessus se rajoute le refroidissement climatique important du petit âge glaciaire, qui rend les conditions de vie intenables pour les Vikings. Donc ils s'en vont du Groenland. Alors, à la décharge de Jared Diamond, il a écrit en 2005 et un certain nombre des articles en question n'étaient pas forcément disponibles. Tikopia, pourquoi ça survit pas? Si Catherine veut parler de la démocratie. Dans mes souvenirs, et c'est comparable parce qu'il y a d'autres îles qui n'ont pas fait le même choix et qui ont fini par s'effondrer autour, ils avaient des cochons et puis, je sais plus, un genre de palmier, je sais plus. Et ils se sont rendus compte que les cochons en particulier impliquaient la dégradation des terres et ils ont décidé de tuer tous leurs cochons et d'arrêter d'en faire l'élevage, alors que c'était un symbole de richesse qui demande une hauteur de vue qui m'a moins impressionné quand j'ai lu ça. Ouais. Et donc c'est la seule île qui a continué à être habitée par rapport à ses voisines, en sachant que plus on va vers le milieu du Pacifique et plus les îles sont pauvres parce que l'enrichissement du sol se fait par les poussières qui viennent d'Asie. C'est ça. Il y a quand même un facteur extrêmement important que tu n'as pas mentionné, c'est l'infanticide, c'est-à-dire qu'ils ont contrôlé leur population. Jared Diamond insiste beaucoup. Il décrit les 7 méthodes de contraception et d'infanticide. Certaines sont pas piquer des vers. Ça consistait à mettre des pierres chaudes sur le ventre de la femme enceinte jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Ils ont maintenu délibérément leur population à un niveau compatible avec l'exploitation. Voilà. Et il insiste lourdement sur la menace de la surpopulation. C'est un cas où un effondrement a été évité. Est-ce qu'on est prêt à en payer le prix pour s'en inspirer ? Pour les Papous, c'est la découverte d'une densité importante de population dans les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a stupéfait les archéologues et les anthropologues à partir des années 1930. On a découvert que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était un des foyers où s'était développé le néolithique, c'est-à-dire que, à contrario des thèses sur l'apparition de la domestication des plantes et des animaux, les Papous avaient domestiqué un certain nombre d'espèces végétales et même animales, on le sait aujourd'hui, ils ont fait une domestication indépendante du porc, ce qui leur a permis d'augmenter considérablement la densité de population à l'intérieur de l'île, puisque des agriculteurs peuvent vivre en beaucoup plus grand nombre que des chasseurs-cueilleurs sur des terres limitées. Et on en arrive au Japon, effondrement est évité également, du temps des Tokugawa. Donc pour mémoire, l'histoire du Japon. Au XVIe siècle, le Japon est en guerre civile, c'est le moment où arrivent les Européens qui amènent des armes à feu. Les Japonais apprennent très vite à les imiter, ils deviennent même plus efficaces que les Européens dans la fabrication de mousquets. Ils font un certain nombre d'innovations que les Européens découvriront 20 ou 30 ans plus tard. Et cela permet à certains conquérants de guerre d'unifier le Japon. Et comme ils envoient une ambassade faire le tour du monde, que cette ambassade passe par le Mexique et se rend compte du sort de l'Empire aztèque, les dirigeants japonais prennent peur et coupent tout lien avec l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le sakoku, pays fermé. Les seuls étrangers autorisés sont les Néerlandais sur une île artificielle et les Chinois avec lesquels on commerce sous contrôle du shogun, c'est-à-dire le dirigeant militaire du Japon, qui installe un pouvoir absolutiste, donc c'est la dynastie Tokugawa, qui contrôle le Japon et qui va vivre en autarcie. Et au XVIe siècle, le Japon connaît un essor démographique extrêmement important. Pendant 2 siècles et demi, le Japon va vivre
assez isolé du reste du monde et va connaître une période de paix sous la dictature Tokugawa, sans rupture, ou quasiment. Donc c'est vraiment une des plus longues périodes de paix, voire la plus longue période de paix d'un État dans l'histoire mondiale à cette occasion. Mais ça se double d'une dégradation environnementale importante. Au XVIIe siècle, la population double à nouveau. Tout le monde construit en bois. L'urbanisation bat son plein, puisque la population a été multipliée par 4. Il y a des incendies fréquents, et donc le Japon est menacé de déforestation. Et les Tokugawa vont commencer une politique de forestation qui n'a rien à envier à celle que l'Allemagne va mettre en place sensiblement au même moment, 17e, 18e siècle, de gestion des forêts, de peur qu'il n'y ait plus de forêt au bout d'un moment, et le Japon frôle la déforestation, puis parvient par une politique volontariste de plantation, de gestion de ces espaces en associant les villageois contractuellement, par différents dispositifs, à faire pousser de splendides forêts. Mais il faut quand même savoir qu'en conséquence de quoi, 97% des forêts du Japon sont des plantations. Même si les Japonais sont très adroits et vont pas forcément faire des plantations en ligne comme on s'obstine à en faire par chez nous, ça reste des forêts secondaires sous contrôle humain. Les Japonais ont l'astuce depuis très longtemps de laisser dans certaines portions de la forêt des troncs pourrir au sol, ce qui entretient la biodiversité, fournit des ressources pour les insectes, les oiseaux, etc. Donc c'est un modèle de gestion forestière vraiment intéressant. Quand on est allé au Japon et qu'on a randonné dans ces forêts, c'est vrai que c'est réellement impressionnant. Ça reste quand même des forêts anthropiques. Le Rwanda, alors pour Jared Diamond, c'est une dégradation environnementale, un changement climatique qui a causé le génocide et surtout la surpopulation. Je ne rentrerai pas dans les débats, mais c'est quand même une façon aussi de dépolitiser ce génocide, sachant qu'il a aussi des racines coloniales, puisque les Hutus et les Tutsis ont été des catégories, sinon créées, au moins favorisées par les colons belges. Et on en arrive au comparatif d'Haïti et de Saint-Domingue, l'idée étant que sur une même île partagée en deux, une partie est proche de l'effondrement, voire carrément effondrée, c'est Haïti, et Saint-Domingue a mieux su s'en sortir. Dégradation environnementale intense à cause des plantations, voisins hostiles certes, puisque la France, après avoir été battue lors de la guerre d'indépendance menée par les esclaves au temps de la Révolution, oui, alors les esclaves d'Haïti ont eu le tort de prendre la Déclaration des droits de l'homme au pied de la lettre, tous les hommes naissent libres et égaux. Donc, comme le gouvernement français ne voulait pas reconnaître finalement cette indépendance, ils se sont soulevés, se sont battus et ils ont gagné. Ils ont accepté un dédommagement pour ne pas être envahis de nouveau. Et donc, l'île d'Haïti, en dépit de sa grande pauvreté, a versé une rançon continue à la France pendant de très nombreuses années. Bref, on peut parler du legs colonial. Et enfin, la Chine. Jared Diamond étudie la Chine contemporaine en s'inquiétant des risques d'effondrement. C'est toujours d'actualité, plus que jamais, puisque les différentes forces centrifuges à l'œuvre en Chine, notamment l'érosion de l'effondrement et les voisins hostiles et ce genre de choses sont toujours d'actualité. Et enfin, le Montana, exemple par lequel il commence, menacé par le changement climatique et la dégradation environnementale liée notamment à l'exploitation des mines. Voilà. Bref. Et l'Australie ? L'Australie, je n'en parlais pas. Je voulais juste conclure sur effectivement le risque potentiel d'effondrement. Entre-temps, donc, 2 livres qu'il a sortis. Un qui s'inscrit dans le primitivisme, c'est-à-dire il se sert de son expérience en Papouasie pour la mettre en parallèle avec plusieurs sociétés traditionnelles et expliquer qu'on ferait bien de s'en inspirer pour résoudre les conflits, pour éduquer les enfants. C'est très illustré. Mais ça reste un ouvrage qui a été peu commenté en fait. Et puis Bouleversement, son dernier ouvrage, où il explique comment des sociétés peuvent s'adapter à des bouleversements. Donc c'est le prolongement d'effondrement, où il donne en fait un mode d'emploi du changement. Que tu recommandes ? C'est instructif, mais c'est pas forcément inspirant. C'est-à-dire que on a la sensation qu'il a donné son meilleur avec de l'inégalité avec les sociétés, dont je persiste à dire qu'il est son meilleur livre, que Effondrement était très bien, que les 2 suivants ont une posture assez conservatrice et finalement assez moralisatrice. D'accord. C'est-à-dire, je me rappellerai toujours la déception d'un de mes collègues, Nicolas Journet, qui à la sortie de Le Monde jusqu'à hier, donc Nicolas Journet est journaliste et anthropologue, il se réjouissait d'en interviewer Jared Diamond et il est revenu un peu dépité de la rencontre avec un vieux monsieur
qui a passé l'interview à lui dire, ben voilà, ma femme vient de se casser une jambe ou la hanche, je sais plus, en sortant de la salle de bain, parce que c'est une personne âgée, elle a glissé sur le carrelage. Ça serait pas arrivé si on était resté en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que là-bas, ils n'ont pas la sottise de mettre du carrelage, ils mettent des choses non glissantes. Donc, s'inspirer des sagesses traditionnelles pour survivre, peut-être, mais ça n'a pas la teneur de certains livres plus récents par des anthropologues sur justement le modèle sauvage ou pas, s'inspirer ou pas des pratiques autochtones, et des appels récents notamment de l'ONU à s'inspirer de pratiques autochtones pour l'entretien du milieu, la sauvegarde de la biodiversité, voilà. Donc ça devrait s'achever en toute logique sur un appel à sauvegarder les derniers peuples autochtones de la planète, parce qu'ils sont vraiment menacés par les politiques centralisées des États, par voilà. C'est pour ça que j'ai mis Uluru et l'Australie en illustration. Donc il s'agit bien de répondre aux questions de son temps, mais malheureusement, mon verdict, et je l'assume, hein, c'est purement subjectif, c'est que les derniers livres épousent moins les questionnements de son temps que ces livres antérieurs. Voilà, donc pour aller plus loin, ben, j'en parle dans Cataclysme, mais il n'est pas en vente, donc ça n'a pas d'intérêt. Il est épuisé, m'a-t-on dit. Merci beaucoup. Et puis ça laisse quand même le temps pour des questions. Si tu devais comparer Diamond et Tenter, tu dirais quoi? Je connais mal Tenter, donc sur spécifiquement la question de l'effondrement ou en tant qu'historien? Plutôt sur l'effondrement, ouais. Pareil, j'ai bien aimé les deux en fait. Ils se rejoignent, ils s'opposent pas. Non, ils se complètent, oui. Ouais. Pour moi, oui. Après, on peut être d'un avis différent. Alors moi, en tout cas, une surprise en t'entendant ce soir, c'est que autant pour Tenter, il y a finalement qu'un cas historique quasi exceptionnel de simplification tentérienne, ce qu'il appelle la simplification byzantine, quand il y a plusieurs cas documentés là que tu viens d'évoquer de sociétés qui peuvent être plus que résilientes. Ce que je voulais vraiment amener, c'est que c'est de l'interprétation. C'est-à-dire, pour moi, il y a un véritable effondrement attesté dans l'histoire, c'est celui mis en lumière par Crosby, c'est l'effondrement des populations amérindiennes suite aux germes amenés par les Européens et à la violence coloniale. C'est-à-dire 90% d'une population qui disparaît, c'est des peuples entiers effacés de la surface de la Terre. Et ça, je ne me souviens pas que Tainter en parle. Diamond, il en parle pas, alors qu'il a lu Crosby très clairement. Au 19e siècle, vous avez des véritables effondrements également. En Tasmanie, les Tasmaniens sont éradiqués. Quand je dis éradiqués, c'est éradiqué comme de la vermine par les Australiens. La dernière Tasmanienne, Truganini, s'éteint en suppliant le médecin qu'il assiste dans ces derniers moments de ne pas l'empailler. Et il va quand même l'empailler. Cette violence coloniale, elle va se prolonger ailleurs. Il y a des peuples qui avaient survécu 6000 ans en Patagonie dans des conditions complètement délirantes, les Coachescar, les Yamana et quelques autres. Ils vont être complètement éradiqués également. Il y a des hasards, il y a beaucoup de maladies. Mais les colons ne vont prendre aucune précaution avec des peuples qu'ils jugent inférieurs, voire carrément les chasser parce que ces peuples-là, pour essayer de survivre à leur effondrement, font de la prédation sur les moutons ou les vaches, etc. Et donc, ces effondrements-là, documentés, parce qu'ils sont coloniaux, probablement, ne sont pas documentés par Jared Diamond, et je dirais que c'est la grande faiblesse de ce livre. Une sorte de tabou ou de quoi? Pour moi, c'était une volonté de ne pas rentrer dans un débat Taochi. Et pourtant, on en parle. Enfin, il y a des livres en Australie sur les aborigènes, les exactions dont ils ont été victimes. Il y a des livres aux États-Unis qui documentent les différentes politiques à l'encontre des Amérindiens. Il y a des livres dans le monde espagnol également sur cette question. Voilà. Cette question est documentée. Et pour moi, il s'agit de véritables effondrements. Pour le reste, je les mettrai au conditionnel. On peut s'en servir comme démonstration. Du coup, les cas documentés d'effondrement que je vois sont ceux d'une violence supérieure d'un point de vue technologique, d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire que les pouvoirs coloniaux vont pouvoir exercer cette violence sur les peuples autochtones parce qu'ils ont une avance technologique et puis tout un appareil mental qui leur permet de mettre en œuvre cette dimension-là de la violence, de l'extraction de ressources, etc. Et donc ce qui menace peut-être le plus, c'est un scénario à l'ukrainienne, du moins ce que envisageait Poutine dans les premiers jours, c'est-à-dire une conquête rapide et une mise en coupe réglée d'une population par la violence militaire. C'est peut-être ça l'effondrement.
l'effondrement qui nous attend, s'il y a effondrement. C'est-à-dire une montée en violence dans un contexte de raréfaction des ressources. Le cas de la simplification byzantine évoqué par Tenter, est-ce qu'il est, à ta connaissance, est-ce qu'il est robuste? Il y a une guerre importante qui, lorsque le climat se refroidit, c'est encore une modification climatique également, une série d'éruptions volcaniques entraîne un refroidissement très important dans ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. Et la réponse de l'Empire byzantin et de l'Empire perse, c'est d'entrer en compétition militaire. Pendant 80 ans, ils vont se livrer à une guerre pour le contrôle du Proche-Orient. Ils vont passer, repasser, piller, tuer, violer pendant 80 ans. Au bout de 80 ans, les populations en ont vraiment marre et c'est le moment de l'essor de l'islam qui lui a profité de la modification des conditions environnementales. Il y a eu plus d'herbes qui a poussé en Arabie. Les tribus se sont renforcées et en gros, leur puissance militaire va leur permettre de repousser ces deux empires, repousser les Byzantins qui vont flageller, repousser les Perses qui vont carrément s'effondrer et être conquis par les Arabes. Mais c'est aussi parce que les populations du Proche-Orient en avaient ras-le-bol de la guerre et qu'elles voyaient les Arabes en libérateurs, y compris les chrétiens. Je ne sais pas si c'est un effondrement ou si c'est un recul, parce qu'après l'Empire byzantin, il survit, typiquement. Il survit jusqu'à la prise de Constantinople. Alors je sais pas, ce que j'avais retenu de Grégoire Chamba sur Tenter, c'était qu'il y avait eu une volonté active et intelligente de simplification de l'organisation. Il passe à la féodalité, à la faveur d'une invention technique qui leur arrive des steppes, qui est l'étrier. En gros, au lieu d'avoir une armée centralisée, comme du temps de l'Empire romain, ils vont déléguer la violence à des seigneurs locaux qui montent sur des chevaux et qui vont inspirer un peu la chevalerie qui va se développer juste après en Occident. Donc c'est un système, on donne des fiefs à exploiter, ils sont pas propriétaires de leurs fiefs, mais qu'importe, et où une armée professionnelle se met en place avec la cavalerie, l'armure, et qui va permettre de tenir à distance les Arabes puis les Turcs, voire de reconquérir du terrain un temps avant d'en reperdre. Oui, alors Collapse, c'est un bouquin assez long, il doit faire 600 pages. Mais moi, j'ai été justement, les pages qui m'ont le plus marqué, c'est celle sur l'île dont j'ai même pas été capable de me rappeler le nom, là. Tikopia. Donc, comme tu l'as résumé, c'est une toute petite île qui a dépassé sa capacité de charge temporairement. Mais comme elle est toute petite, en fait, leur démesure n'a pas pu durer longtemps. Ils ont tout de suite été rattrapés par le principe de réalité. Ils sont revenus à quelque chose qui était tenable. Oui, ils se sont livrés une guerre d'après Diamond. Oui. Alors, je ne sais pas si elle est attestée ou pas par l'archéologie, mais il y a un clan qui massacre les autres. Oui. Et moi, ça m'a frappé parce que je me dis que c'est vraiment les caractéristiques de petite taille de cette île, c'est ce qui manque à notre terre globalisée, justement, pour ne pas se rendre compte qu'en fait, on dépasse nos capacités. Alors, si on reprend le récit de Diamond, surpopulation, guerre, un groupe plus fort que les autres massacre tous les autres pour s'approprier les dernières ressources disponibles, et puis après, il prend des mesures pour s'en sortir. Si vous transposez ce récit à aujourd'hui, je vous laisse imaginer la suite. Un groupe qui s'arme, ça peut être la Chine, ça peut être les États-Unis, qui conquiert toutes les ressources des autres et qui après prend des mesures dans l'intérêt planétaire pour la survie de l'humanité. C'est un scénario possible après tout. C'est une extrapolation, mais au lieu de 1500 personnes, vous avez 8 milliards sur Terre. Est-ce que c'est pas justement la petite taille de Tikopia qui a fait que le déni n'était pas possible? Tikopia, il n'y a pas d'archives, on ne sait pas ce que les gens ont pu penser, voilà. Ça fournit un beau récit et qu'on peut extrapoler à d'autres choses, mais il faut combler les trous dans le récit. Alors, il y a des historiens qui le font et qui s'en revendiquent. Stephen Greenblatt a par exemple développé un style qui lui est propre, qui consiste à mettre des récits plausibles dans les trous de la documentation. Oui, je me demandais si vous pouviez revenir sur la notion d'harmonie. Vous en avez parlé plusieurs fois. L'harmonie qui favorise justement une résilience, en tout cas un état d'équilibre. Alors, j'ai pas le sentiment d'avoir utilisé le mot harmonie, mais je pense qu'il y a une dynamique à chaque fois et qu'on change. Une dynamique qui puisse se prolonger, s'enrichir ou ne pas trop s'appauvrir. La résilience, je sais pas. Je me méfie de ce genre de mots tant que je l'ai pas assimilé. Comment dirais-je ? Une société ne peut pas être stable et immobile, sinon elle meurt. Elle ne peut pas être en état de stase. L'exemple de Tikopia, moi je veux bien. J'ai presque l'impression d'avoir affaire à la description d'un univers comme celui du prisonnier, du feuilleton télévisé Le Prisonnier, c'est-à-dire un univers idéal en stase, où les gens auraient réussi à contrôler leur démographie, leur empreinte environnementale, etc. J'adore Yuval Harari quand il écrit « L'histoire est faite par des imbéciles qui ne savent pas ce qu'ils font au moment où ils le font ». Voilà, j'ai plus l'impression que l'histoire c'est fait de dynamique
et que si les gens à Tikopia ont survécu, il doit y avoir aussi une part de chance, une part de chaos, une part de bazar, et non pas la planification décidée. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en algorithme de régulation une société humaine, en tout cas je ne l'espère pas possible. Même si ce temps techniquement est en train de devenir possible, peut-être, quoi. C'est-à-dire que peut-être que ce récit-là, il va aussi s'imposer. C'est-à-dire que pour notre bien, on va nous réguler avec des intelligences artificielles. Voilà. Et justement, les récits, il faut les choisir. C'est-à-dire que Jared Diamond insiste sur la surpopulation me semble dangereux parce qu'il ne parle pas de surconsommation des ressources. Or, ce qui nous menace, on accroît davantage notre prédation sur les ressources par tête de pipe sur Terre en ce moment avec l'émergence des classes moyennes que la population ne s'accroît. C'est-à-dire, la population, elle s'accroît par exemple en Afrique. Mais quand on sait qu'un Africain consomme peut-être 30 fois moins de ressources qu'un États-Unien... Oui, bon, je ne sais pas, il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais dans ce cas, il serait 165 fois plus rentable d'empêcher une naissance aux États-Unis qu'en Afrique. Donc les programmes de planning familiaux devraient se tourner vers les Américains, dans cette logique-là. Voilà, et ça ne transparaît pas du tout, au contraire, chez Diamond, c'est tout l'inverse. Et donc, il faut choisir les récits pour savoir sur qu'est-ce qu'on cible politiquement comme variable de contrôle, en fonction de ce qu'on sait. Et la surpopulation me semble un mauvais truc parce que c'est très difficile à réguler, la population, ça prend du temps. Il faut, voilà. La meilleure façon de réguler la population, c'est d'aider les femmes à accéder voilà, au travail, à l'émancipation, à sortir du contrôle masculin, voilà, à la contraception. Ça me semble la meilleure chose à faire. Franchement, mais je pense pas que la surpopulation soit le problème numéro 1 de l'humanité en ce moment, quoi. Or, voilà, la déforestation, là je rejoins Diamond, c'est vrai qu'on est en train de foutre en l'air les écosystèmes à vitesse grand V, et ça c'est particulièrement préoccupant, beaucoup plus que la surpopulation. Merci Laurent, une salve d'applaudissements.